notre action, mon action, c'est la protection de la santé du sportif. On ne peut pas s'improviser. Par exemple, médecin du MMA, quand on fait une tête, on peut véritablement créer des commotions cérébrales. Moi, je pense que fondamentalement, ce cutting est une tricherie. Non, non, nous, on ne prend pas de produit. Et le combattant brésilien les a regardés, mais vraiment naturellement, en disant mais pourquoi? Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de D'abord un café, une discussion qui réveille votre curiosité. Une émission où on parle de tout, de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Petit rappel de rigueur, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à nous laisser un commentaire. Déjà ça nous motive, et puis ça nous fait du bien niveau référencement. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a fait le buzz, un gros buzz d'ailleurs, en arrêtant le combat de Benoît Saint-Denis, qui n'y voyait à ce moment-là, le pauvre, plus que d'un œil. Alors, notre invité a été salué par les uns, critiqué par les autres, mais c'est souvent le cas lorsque les enjeux sont aussi énormes. Donc nous accueillons un médecin du sport, nous accueillons un sportif, un combattant aussi, mais depuis déjà quelque temps un homme de télévision et depuis un peu moins de temps un homme de streaming. Donc il est multicarte, il passe du ring à l'écran avec l'aisance de l'artiste sur scène. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Pierre, bonjour. Comment ça va Jean-Marc? Merci de m'accueillir Merci à pour toi. cette interview, évidemment. Voilà. Donc ça va très bien, évidemment, ça va Ouais. très bien. On est là un matin où je sors, tu parlais de télévision, où je sors de télévision, et effectivement, voilà, la journée s'annonce et est bien chargée. Voilà. Bon. Alors, je le rappelais en préambule de cette émission, tu as été sous le feu des projecteurs Oui, récemment, puisque avec oui, l'arrêt du combat de BSD, oui, on t'a souvent demandé ce qui s'était passé dans ta tête. oui. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'en es pas voulu quand même d'avoir Mmh. acté la défaite de Benoît Saint-Denis? Ah, non, alors non, évidemment, on est dans ce cas de figure-là, on est toujours dans une décision qui doit être rapide, évidemment. Alors c'était pas, non, parce qu'en fait, notre action, mon action, c'est la protection de la santé du sportif. Voilà. D'accord. Donc, et je pense que c'était la fonction qui était présente là, et c'est à ça que ça servait. Ça servait à protéger la santé de Benoît, et voilà. Et donc, non, j'en suis pas voulu, parce que je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Mais lui, tu crois qu'il t'en a voulu? Ah, sur le moment, oui, ça c'est certain. Sur le moment, il n'avait pas envie du tout Il d'arrêter. Il avait pas voulait l'air absolument content quand continuer. même, hein. Ouais, C'est la caractéristique du combattant. C'est qu'il veut ouais, toujours combattre, hein. C'est qu'il veut combattre, quelle que soit la situation, jusqu'au bout. ouais, Véritablement, il veut combattre. Mais ensuite, évidemment, quand la pression redescend, quand évidemment on est hors de la salle, ouais. etc., là, on comprend évidemment. Et puis après, réflexion, évidemment, on comprend mieux les décisions. Tu l'as eu après? Alors j'ai eu immédiatement après, Ouais. évidemment, voilà, et puis on a pu discuter, et Et il t'a évidemment, dit quoi, ça s'est Benoît? fait. Mais en fait, très peu de choses, parce qu'après il était dans les soins, Ouais, évidemment, il était dans ouais, les soins, sans donc doute. le but c'était pas de l'ennuyer, mais en tout cas, il comprenait tout à fait, évidemment, il y avait cette interrogation sur le fait de ne pas voir, mais ensuite, Ouais. très rapidement, il comprenait les choses. Tu as dit quelque chose de très intéressant sur ta chaîne, Mmh, Les Actus du Doc, on rappelle mmh, d'ailleurs, sur mmh. YouTube. Tu as dit sur ta chaîne un truc qui m'avait marqué, tu avais dit que c'était la décision la plus difficile de ta carrière. Ouais. Oui, alors oui, c'est vrai et c'est faux à la fois. Alors c'est vrai, c'est vrai, T'as menti c'est alors, vrai. Jean-Marc. Non, non, c'est vrai, c'est la plus difficile. Ouais, la plus difficile dans le sens où effectivement c'est une Ouais, situation tout à fait paroxystique, paradoxale, et même si j'ai dû prendre beaucoup de décisions, effectivement en médecine du sport et t'en as concernant déjà eu d'autres, des ce décisions contexte, compliquées. absolument. Ouais, On va dire que sur un mode aussi on va dire paroxystique que celui-là, ça c'est vrai que c'est la seule, puisque en fait c'est une décision de stop ou encore sur une situation très aiguë, très paroxystique, où il faut prendre tout de suite une décision. Alors, en ce sens-là, c'est vrai que c'est rare, ça c'est très rare. Et en même temps, c'était assez simple parce que les éléments médicaux étaient assez clairs, donc assez oui, faciles oui. pour pouvoir trancher et prendre Il la n'y avait pas trop décision. de débat, quoi. Voilà, voilà, exactement. Donc même si tu avais une pression énorme, il y avait la Oui, pression de l'enjeu, le main event, oui, UFC, bien Benoît sûr. Saint-Denis, une hype énorme. Oui, Bon, à un moment, t'es médecin avant tout. bien Il sûr. y a ça, Ah oui, oui. j'imagine. Ah Donc oui, dans ta tête, il se passe ça, ah quoi. mais bien sûr, on est très concentré.
hein. Dans la tête, on est très Ouais. concentré. Ça se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? On est sur d'abord la concentration technique clinique, c'est-à-dire essayer d'identifier un diagnostic, hein. Alors un diagnostic qui doit être, en tout cas, avoir des éléments qui permettent de trancher sur la décision. Et ça, effectivement, ça a pu être obtenu assez rapidement, hein, voilà, des petits tests par ça et ensuite, j'ai eu cette info. Une fois que j'ai eu l'info, il y avait plus tellement de discussion. C'était assez simple et d'ailleurs, je pense qu'on m'a pas vu beaucoup hésiter, Non, pour non, donner non. la décision parce que en fait, une fois qu'on a l'information de l'amputation du champ visuel, puisque c'est ça, et ben, la décision médicale est assez simple dans ce cas de figure-là. Donc, en fait, on est très concentré. Moi, je suis très concentré. J'essaye de voir si l'évaluation du champ visuel est correcte ou pas. C'est pour ça qu'on fait des tests, Et puis donc je tu lui fais cache ça l'œil, avec les doigts, là, je tu lui cache, mets combien j'ai voilà, de doigts, combien tu j'ai de dis doigts, ouais, ouais, etc. ouais. Puis on cache l'œil, etc. pour être sûr Mm. qu'il n'y ait pas de faux positifs. Et on est très concentré. Un exemple qui prouve que c'était très concentré. Il y avait une anecdote amusante pendant cette période-là, c'est que le public, Il soufflait. je disais, voilà, Ouais. soufflait. Ah, quand je mettais 3, il disait 3, 2, 2, etc. Donc ça, c'était voilà. Mais en fait, moi, pendant le moment, et Benoît aussi, on ne l'a pas entendu. T'as pas entendu le On n'a public pas tellement t'es entendu dans ta bulle en fait. exactement, Ouais, on n'a pas entendu. Donc ça prouve le niveau de concentration. ouais. Et c'est en sortant où les collègues disaient mais t'entendais pas le public, etc. Et effectivement, ni moi ni Benoît n'entendions le public parce qu'on était concentrés. Donc ça D'accord. prouve l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit de concentration, D'accord, je hein. comprends bien. Alors, si on revient un peu sur le MMA, hein, le MMA, il explose complètement médiatiquement, hein. Hein. C'est un des Mm. sports les plus populaires aujourd'hui. C'est un des sports aussi qui génère le plus de revenus. Aujourd'hui, le MMA représente, est-ce que pour toi, hein, d'un point de vue médical, puisque je parle aux médecins là, est-ce que le MMA représente un danger pour les nouvelles générations? Alors, moi je pense que s'il est bien encadré, alors le MMA, première chose, c'est une activité croissante qui est demandée Hmm. par les nouvelles générations. C'est Surtout le les cas jeunes. vraiment, C'est c'est vrai que surtout les les jeunes. jeunes sont à fond dedans, ouais. Et je crois que sa dangerosité tient au manque d'encadrement. D'accord. Et notamment, j'insiste évidemment étant médecin, à l'encadrement médical. C'est-à-dire que C'est quoi l'encadrement aujourd'hui du MMA? l'encadrement, ça veut dire c'est la pratique en club, Ouais. c'est le fait de prendre une licence, de vérifier l'absence de contre-indication à l'entraînement et à la compétition, et c'est le fait, lorsqu'il y a une compétition, qui est notamment un encadrement arbitral Ouais. formé, Ouais. d'officiels formés et de médecins formés qui puissent justement prendre des décisions comme la décision que j'ai dû prendre à l'UFC. C'est-à-dire, on ne peut pas s'improviser. Par exemple, médecin du MMA, si on n'a pas un minimum de formation De sur le background, sujet. ouais, bien Voilà. sûr. Et donc, c'est ça qui va permettre de limiter le danger. C'est l'adaptation, bien sûr, du règlement. C'est l'arbitrage. L'arbitrage est très important dans la prévention. C'est le fait que ce soit dans un cadre, quand on parle en tout cas de compétition, dans un cadre officiel, fédéral, ça c'est un élément d'encadrement et de protection, et puis qu'effectivement il y ait cet encadrement médical. Le danger, en revanche, peut exister s'il y a des activités qui ne sont pas du tout encadrées, qui sont faites avec, et là on va voir les risques qui vont considérablement augmenter, qui peuvent augmenter. Donc voilà, donc pour la réponse, est-ce que c'est un danger? C'est un danger. Le défi, c'est véritablement l'encadrement de cette Mhm. activité naissante, croissante, croissante avec vraiment des pourcentages en centaines, hein. C'est des croissances de 100, 200% par an, hein, en termes de Ouais, c'est pratiquants, hein. impressionnant, hein. Ah, c'est très très Et pourquoi important. ça grandit autant d'après toi? Qu'est-ce qui fait la hype de ce sport? Alors, je crois d'abord qu'il y a un moteur gigantesque qui est un facteur d'attractivité très important, qui est l'UFC, hein. Mhm. L'UFC, c'est un facteur d'attractivité qui utilise en plus des réseaux modernes qui touchent les jeunes, c'est-à-dire que c'est avant tout sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok, c'est sur sur les réseaux de manière générale, sur YouTube bien sûr. Ouais, c'est très très. Euh,
où on parle de ce sport. Et donc, ce sont tout à fait les canaux qui visent les plus jeunes. Mm. Et donc, et ça de manière très efficace, puisque en fait, il y a des images courtes, marquantes, qui Mm. permettent de, de créer l'étonnement et qui permettent de créer l'émotion, ce qui est un facteur d'attractivité aussi. Et bien sûr, il y a le storytelling Ouais. avec des histoires Le extraordinaires, trash des talk aussi. personnes, le Ouais. trash talk, des personnes qui partent de rien et qui deviennent. McGregor, Conor McGregor, qui est aujourd'hui milliardaire, hein, était un plombier au chômage Ouais, ouais, c'est au vrai. départ. Ouais. Donc des histoires comme ça extraordinaires de combattants qui se révèlent. Le trash talking, évidemment, qui est une façon de faire monter la sauce, j'ai envie de dire, de faire monter la Ouais, pression ouais, jusque l'événement. bien sûr. Et l'événement est comme ça, tient en haleine jusqu'au dénouement improbable. Et le dénouement qui n'est pas celui qu'on attendait Ouais. et qui crée justement toute cette attente qu'ont les gens. Donc on a vraiment tous les ingrédients pour tenir en haleine. Mais alors, là, tu me dis, il y a le médium, c'est-à-dire vraiment Insta, YouTube, Les TikTok. réseaux, hein. Il y a le côté scénarisé, teasing. Mhm. Mais est-ce que tu crois pas quand même qu'il y a l'élément violence? Est-ce que tu crois pas que le côté violence, il joue aussi l'hyper-violence du MMA, elle joue dans la Ouais. popularité du MMA aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire, c'est de l'hyperviolence peut-être visible. Parce que quand on regarde la notion de traumatisme, et Ouais, ça c'est le médecin qui voit ça, il y a des disciplines qui concentrent les traumatismes sur des régions beaucoup plus localisées. Je pense à la c'est-à-dire? boxe anglaise. Ouais, ok. Les traumatismes sont à la tête et aux membres supérieurs. D'accord, ouais. Il y a une étude comme ça, on publie là prochainement, une étude sur la traumatologie du MMA, Ouais. là, qui va apparaître dans un journal scientifique, un journal de traumatologie du sport. Et on compare comme ça la répartition anatomique des traumatismes. Mhm. Et on se rend compte que pour la boxe, par exemple, c'est concentré à la tête et aux membres supérieurs, Bien sûr. alors que pour le MMA, c'est réparti sur l'ensemble du corps. Or, on comprend que si on concentre tous les coups, là en l'occurrence sur la tête, c'est là qu'apparaissent des risques traumatiques qui peuvent être avec des séquelles plus importantes. Puisque si on tape toujours au même endroit, bah, on risque plus d'avoir des séquelles que si c'est réparti sur l'ensemble du corps. D'accord. Ce qui rend l'aspect violent du MMA, c'est l'aspect du sang. Ouais. Mais le sang est une lésion externalisée, qu'on voit, des lésions cutanées. Hein, dans l'étude dont je vous parlais, c'est essentiellement, l'essentiel des blessures de MMA, c'est des lésions cutanéo-muqueuses. Ouais, C'est-à-dire des donc c'est lésions des coupures en superficielles, fait. ce sont des C'est des coupures, coupures. qui sont très apparentes et qui sont Mm. très impressionnantes, mais qui ne sont pas les lésions internes qui ne se voient pas, qui pour autant sont extrêmement graves, Mhm. qu'on trouve je parle à la boxe, mais on pourrait parler du rugby, qui est un sport extrêmement violent également, avec des lésions qui ne se voient pas pour une grande partie. Donc en fait, quand on parle d'une violence, je crois qu'en fait, il existe dans certains sports, effectivement, et puis après, le terme de violence, il faudrait revoir ça d'un point de vue sociologique, parce que c'est très particulier, la notion de violence. Hein. C'est pas seulement le traumatisme, il faut le mettre dans un contexte Oui, historique, bien sûr. voilà. Il y Mais a une en tout, intention aussi. voilà. Mm. Mais en tout cas, cette et d'attention absolument, mais cette violence dite supposée, bah finalement, quand on creuse un petit peu, Mhm. il existe des traumatismes qui sont équivalents, voire pires, dans d'autres sports actuellement autorisés, D'accord. et y compris des sports tout à fait légaux et ancestraux, comme le rugby. Et donc, la question de se dire pourquoi est-ce que le MMA est plus violent ou crée plus de lésions, bah, Ouais. non, c'est pas du tout sûr. Alors avant de revenir sur le côté justement de comparaison, c'est intéressant, hein, de la violence des sports, c'est bien de remettre en perspective. Moi, il y a quelque chose quand même, dans le MMA par exemple, je prends un exemple très, très simple, très concret. Dans le MMA, on voit souvent quelqu'un qui prend un KO, qui tombe, mais qui tombe inerte, j'ai envie de dire, ou en croix, et il est frappé au sol. Mhm, Alors qu'il est déjà KO, l'arbitre arrive, mais il arrive un peu tard, il s'est quand même pris mhm, deux, trois coups, le mhm. combattant, qu'il aurait pu, si tu veux, qui aurait été évité en anglaise par exemple. Puisque une fois à terre, le combattant ne peut plus être touché. Et ça, est-ce que quand même, c'est pas un facteur aggravant, toi en tant que médecin, du fait alors que tu es déjà KO, de prendre deux coups supplémentaires? Oui.
Alors, si on regarde, là encore, plus précisément, lorsque la personne tombe, très souvent, le deuxième ou le troisième coup n'est pas efficace. Il faut bien regarder comment Ah les ouais? gens frappent, mais souvent, il n'est pas Oui, efficace. c'est des coups un peu Voilà, ce sont des marteau, coups ouais. marteaux, mais qui Ouais, ne sont ouais. pas efficaces. C'est pas des crochets purs, Voilà. ouais. L'arbitre intervient, effectivement. Et puis surtout, il faut dire une chose, c'est qu'une fois que la personne tombe et est KO, il n'est pas relevé. Ouais, Il n'est pas compté au MMA. ouais. Or, on sait que dans la commotion cérébrale, on peut avoir une perte de connaissance d'1 ou 2 secondes ou 3 secondes, ce qui au MMA crée la défaite, ce qui, à la boxe, crée la possibilité de repartir alors qu'on a une commotion Parce qu'on cérébrale. se réveille avant les 10 secondes, Ben mais on oui. se remet en danger, donc, en fait. Mais avec un risque majeur qui Ouais, s'appelle le syndrome du double impact, ok. qui est un syndrome qui est mortel dans 10% des cas, et c'est-à-dire que alors que le cerveau est commotionné, alors que la personne est commotionnée, reprend un deuxième traumatisme crânien. D'accord. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Anthony Joshua contre Dubois? Alors lui, Parce qu'il prend un crochet premier ah, round, tu sais, il tombe, il est compté, il se relève, il reprend une droite au deuxième, il est recompté, il se relève, oui, et au ben oui, final, il tombe dans tous les rounds. ben oui. Donc au MMA, il Ah, se ça serait serait jamais pas relevé, possible. ça c'est sûr. Exactement. Donc ça Ouais. veut dire que la personne prend 2 ou 3 KO, et le dernier pour Joshua, Bon, il il est finit dernier, par il est au il sol. s'en relève pas. Ouais. Mais avec 3 KO, 2 ou 3 KO successifs, qui sont beaucoup plus traumatisants que Que de une prendre un coup chute et puis un supplémentaire. petit Ouais. coup qui tape à côté supplémentaire. Donc en fait, quand on gratte les choses, Hmm. bah, finalement, l'apparence Ouais. semble que c'est plus traumatisant, mais dans les faits, ça l'est probablement moins que des sports actuellement autorisés. Alors, justement, on parle des sports actuellement autorisés et des sports ancestraux. Tu parlais du rugby, mais la boxe en fait partie, le football, etc. Pour toi, en tant que médecin du sport, hein, puisque tu as été médecin d'athlètes qui sont pas du tout que dans le MMA, il faut le rappeler, hein, des Mhm. judokas, et puis plein d'autres, des athlètes, comment dirais-je, des coureurs, Bien sûr. etc. Pour toi, c'est quoi le sport le plus dangereux? Le sport le plus dangereux, j'ai envie de dire que c'est le sport que l'on pratique de manière imprudente. Oui, non, Voilà, mais la là, dangerosité, c'est lié à elle chaque est, personne. elle Mais est, globalement, si on prend, voilà. si tu veux, une moyenne de vraiment des traumatismes que tu vois, toi, sur des scanners, des trucs, et tu te dis, on voit des trucs dans ce sport-là qui sont terribles, par exemple. Euh, non, mais il y a tous les sports de combat sont des sports à gros traumatisme. Ouais. Mais il existe aussi une dangerosité qui ne se voit pas dans des sports esthétiques, comme la gymnastique, Mhm. avec des micro-traumatismes, avec des traumatismes quelquefois, puisqu'il s'agit d'enfants, hein, pour la plupart du Oui, c'est temps, vrai. des traumatismes à des troubles du comportement alimentaire, des Mhm. traumatismes psychologiques qui sont associés. Donc en fait, la dangerosité, elle est liée vraiment à des troubles de la croissance, etc. Oui, Donc oui, ça, c'est en une gym, on voit dangerosité. beaucoup ça, hein, Voilà, en effet, ouais. c'est une Ouais, dangerosité importante. bien sûr. Donc la dangerosité, elle est liée en fait à la fois à l'intensité de pratique, à chaque fois à l'absence de surveillance, et très souvent on concentre sur le traumatisme physique, mais ça c'est seulement un des paramètres qui puisse apparaître, un des paramètres de comment dire, du danger pour la santé. On peut penser au dopage, qui est aussi une Bien sûr, dangerosité pour la absolument. santé. Il y a des sports malheureusement qui sont plus touchés encore par le dopage que d'autres. Mhm. Et là aussi, on peut avoir des dangerosités importantes. Donc, c'est finalement, à chaque fois, hein, j'essaye de décortiquer les mots, Ouais. mais quand on dit dangerosité, finalement, on se rend compte qu'il faut regarder bien plus large que uniquement le traumatisme physique. Donc toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une violence visuelle, Oui, presque télégénique, le oui, sang, le commercial, j'ai chaos, envie de dire. ouais, marketing, Marketing. mais qui reflète pas la vraie violence, Non, enfin, la vraie dangerosité plutôt, oui, pour employer les bons termes. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à classer. C'est absolument. inclassable en fait aujourd'hui Absolument. pour toi. Cette violence a été mise en avant dans un but marketing. Mhm. Mais on pourrait faire les mêmes vidéos marketing au rugby, Ouais. avec des impacts, des traumatismes, etc. On pourrait le faire. Sauf que ça, ce n'est pas mis en avant.
C'est même plutôt, j'ai envie de dire, dans le cas du rugby, c'est même, ils essayent de sortir de cette image Bien sûr, d'hyper-violence bien sûr, pour que entre guillemets, les parents puissent inscrire les gamins dans les absolument, clubs et pas qu'ils aient peur de les inscrire. absolument. Puisqu'il y a plein de débats d'ailleurs sur le rugby, on pense à leur mettre des protège-dents connectés pour les commotions. Ouais, Tu as vu, oui. qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, pour les protège-dents, je pense que ça serait une bonne idée, Mhm. parce que ça a été longtemps oublié, la qualité de l'occlusion dentaire dans la protection de la Mhm. commotion cérébrale. Deuxième chose dans la prévention de la commotion cérébrale, c'est la force des muscles du cou. Ouais. Ça, c'est vraiment un élément qui Et est... là, on en revient au dopage, c'est qu'avec des athlètes ultra costauds et ultra puissants, le risque est plus important. Voilà, dans l'impact, mais dans la protection. Ouais. C'est-dire que si la personne Ah oui, a oui, elle a des les bons trapèzes muscles, eh pour. bien, Ouais, il y bien a sûr. moins Et de c'est pour ça que les mobilité. boxeurs développent énormément les trapèzes, d'ailleurs, chez Exactement. les lourds notamment. Ouais. Ça, c'est un élément qui est très Mm. important. Et puis, le facteur de risque, c'est lorsque on ne voit pas venir le coup. Hein. Ouais. Donc, au rugby, c'est ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas. Ouais. Il y a un Le joueur qui vient plaquage qu'on ne arrive voit et le pas mec est et on ne inconscient. le voit Ouais. pas. Ouais. Donc, ça, c'est le risque. Et puis, dernière chose, pour le rugby aussi, c'est la différence de gabarit, de poids. Ça, c'est C'est vrai. un élément aggravant. C'est-à-dire qu'on a des gabarits plus ou moins importants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sports de combat. Dans Non, les il y a sports de des. combat, c'est une catégorie de poids. Bien sûr. Alors là, c'est un des rares sports de combat où il n'y a pas de catégorie de poids. Vous l'avez Intéressant pas. ça. Ouais, ouais, mais oui, puisqu'en Voilà. général, le mec qui se fait plaquer Euh, est souvent plus léger que le mec qui plaque. voilà. Enfin, dans le Voilà. schéma du sport. Ouais. Et ça, c'est un Ouais, facteur de gravité important. bien sûr. Et puis, bien sûr, dernier facteur, c'est le fait que les gens sont lancés, ce qui n'est pas le cas dans des sports de combat où il n'y a pas la cinétique du déplacement qui rajoute là aussi énormément de choses. Parce que quand Ouais. quelqu'un est lancé, vous rajoutez une Ouais. cinétique, une accélération qui est absolument majeure par rapport à quelqu'un qui est arrêté. Donc voilà, on a plusieurs facteurs comme ça, vraiment traumatogènes, qui sont, bon c'est vrai, pas mis en avant, mais qui sont vraiment probablement plus traumatogènes même qu'on peut le voir au MMA. MMA a eu le défaut, mais ça c'est le côté américain, de mettre en avant le côté spectacle, Ouais. saignement, Ouais, ouais, c'est etc. vrai. Mais le saignement, finalement, vous coupez, vous signez. Hein. Ou tu le Et, défaut ou pas, ou la qualité, parce que si on s'y place voilà. d'un point de vue marketing, c'est une réussite. Et bien sûr. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'un sport comme le rugby qui veut créer du licencié plutôt jeune, Oui, j'ai l'impression que la com de la fédé de rugby, c'est plus de dire non, on fait très attention. bien Et sûr. puis il y a un bon esprit, pas comme Oui, dans le foot, oui. il y a un côté un petit peu là-dessus, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et dans le C'est foot ça. aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais le foot, surtout en amateur, est hyper traumatogène. C'est traumatogène, et y compris pour la commotion cérébrale. Là aussi, où les démarches euh, a- avancent peut-être trop lentement, y compris la tête avec le ballon. C'est un facteur de micro-traumatisme et de micro-commotion ou de commotion répétée Ouais. trop souvent ignorée. C'est vrai ça qu'on perd des neurones quand on fait une tête avec un ballon? Alors, non, Tu je sais, il sais y a une pas si espèce on... de légende Oui, urbaine oui, là-dessus, c'est vrai ou oui. pas? Ça, voilà, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est Ouais. certain, c'est que quand on fait une tête, on, on peut véritablement créer des commotions cérébrales. C'était notamment cette étude avec les joueurs anglais Ouais. de l'équipe d'Angleterre des années 60. Les Voilà, Anglais, on le rappelle pour ceux qui sont pas très foot, qui jouent plus de la tête que les autres à la voilà, base. Hein, voilà. Et qui ont quasiment tous développé une encéphalopathie traumatique chronique. c'est fou ça quand même. Non, ça Euh, paraît pas ultra violent une Et tête au oui, foot quand et on pense, ben, mais ouais. et quand c'est répété, et à l'époque avec des ballons qui étaient beaucoup plus Lourd, en lourds, beaucoup cuir. plus Ouais, ouais. impactants, Hmm. et ben, avait effectivement
parce qu'il Pas n'y de a, coup. il y a pas, il y a Pas de pas de coup. coup, Ouais. donc il peut y avoir néanmoins quelquefois des chutes, hein, la personne peut chuter sur la tête, etc. Mais ce sont des lésions effectivement traumatogènes quand même, bien sûr, mais on le voit moins, hein. Par Ouais. exemple, on ne peut pas continuer à combattre s'il y a un saignement. Le saignement doit pouvoir Oui. s'arrêter, donc, on a le droit à 2 interventions du médecin et la personne ne doit plus saigner au judo. Donc, il ne doit pas y avoir de sang. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au MMA. Mais toi, c'est quoi la plus grosse blessure que tu aies vue dans ta carrière? Sportivement, je vois. Oui, alors dans les plus grosses blessures, c'est toujours difficile parce qu'il y a la blessure qui anatomiquement peut être impressionnante. Les luxations, bon, Ouais, évidemment, ouais. sont les blessures les plus, ou les fractures sont les blessures les plus, clairement les plus impressionnantes. Et puis, il y a la blessure qui a une histoire et qui impacte un, bah, le développement ou le fait que quelqu'un puisse aller chercher une compétition. La blessure avant un championnat d'Europe, je pense à un jeune judoka qui se fait une lésion acromioclaviculaire Ouais. juste avant d'aller faire les championnats d'Europe, un judoka qui, avant de faire les Jeux Olympiques, se fait une blessure du genou. Voilà, ça ne va pas être des blessures impressionnantes, mais leur impact est très important et donc il y a une dimension, on va dire une dimension émotionnelle et une dimension qui va être évidemment de l'histoire, qui va Bien sûr. dire, ben voilà, il y a quelque chose évidemment qui est impressionnant. Sinon, évidemment, bon, bah, ce sont les traumatismes habituels et les dislocations articulaires qui sont assez importantes. Alors heureusement, on a eu peu de lésions. Alors, il y a eu bien sûr des lésions du rachis, mais bon, qui heureusement ont été stabilisées sans gravité. Mais voilà, ce sont ces différentes choses-là. Alors, là, je parle au médecin. Mhm, Donc, forcément, comme on parle à un médecin, on parle beaucoup de maladies, entre guillemets, hein, mhm, bien sûr, quand ça va pas bien. C'est vrai que bien le sûr. médecin, on ne le voit pas forcément quand ça va bien. Oui. En tout cas, pour le commun des mortels. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on dit souvent le sport, c'est la santé. On parle beaucoup, toi d'ailleurs, hein, Mhm, tu as notamment écrit sur la question, tu as des ouvrages, hein, on les mettra en post-production, mhm, sur le sport santé. Est-ce que tu trouves pas que dans le sport pro, mhm. il n'y a pas d'une certaine façon une antinomie avec le sport santé? Et est-ce qu'on ne voit pas plutôt des athlètes se faire finalement plutôt mal? Mhm. C'est-à-dire que est-ce que le sport pro va pas à l'inverse du sport santé, quoi, si Ouais, je te la ouais, pose de cette ouais. manière, la question? Alors, c'est vrai parce que, en fait, quand on dit qu'il y a du sport santé, il faut imaginer une courbe en U entre l'abscisse serait l'intensité du sport et le bénéfice pour la santé. Le fait de faire très peu d'activité physique, Ouais. c'est un risque pour la santé qui augmente. Donc là, tu es en haut. On est en haut. Le fait d'avoir une activité modérée et régulière, et le caractère modéré, c'est-à-dire, voilà, Faire un et peu de là, sport un peu de sport 3-4 régulièrement, fois par etc., semaine, ouais. on diminue les risques pour la santé. Et puis effectivement, le fait d'avoir une activité intensive augmente à nouveau les risques. Traumatiques, bien sûr, articulaires, mais on parlait aussi des risques nutritionnels, des risques éventuellement psychologiques, Psychologique, ouais, pourquoi pas les risques cardiovasculaires. ouais. Donc, il y a des risques, effectivement, qui augmentent avec l'intensité de l'exercice. Et puis, alors, ça c'est une réalité. Et puis, ensuite, quand on parle de santé, il faut aussi voir la santé globale. Mhm. C'est-à-dire que souvent, oui, il y a des risques, notamment articulaires, qui existent. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces personnes qui ont leur santé articulaire qui est diminuée, la santé globale, si on prend la définition de l'OMS, c'est l'aspect physique, mais aussi c'est l'aspect mental, sociétal, Bien familial, sûr. etc. La pression, Et, les... Ouais, et être champion ou championne olympique, ça peut être sur le plan du genou pas terrible, ouais. mais ça peut être d'un point de vue social, Mhm. familial, etc., psychologique, positif. Donc globalement, quelquefois, ça paraît paradoxal, mais le Oui, sport de haut niveau peut être associé effectivement à un bon état de santé global
même Selon l'objectif si, de chacun. voilà, selon l'objectif de chacun, même si certaines articulations, Oui, malheureusement, oui, tu souffres un peu quand même. souffrent un peu. Ouais, Voilà. ouais. Donc, voilà comment on peut le voir, mais enfin, néanmoins, on garde cette courbe en U en disant on augmente les risques, effectivement, de souffrance ou de lésions sanitaires. Alors dans les facteurs de risque, puisque là on parlait du MMA avant, mais il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas, qui n'est pas visuel pour le coup, c'est le cutting. Alors je rappelle ce qu'est le cutting hein, pour ceux qui sont moins familiers. Le cutting, c'est le fait de perdre énormément de poids avant la pesée, puisque la pesée ne se fait pas le jour du combat, elle se fait, je crois que c'est 36 heures avant, Mhm. afin de faire le poids, comme on dit, c'est-à-dire, comme on est dans les sports de combat à contrôle de poids, d'être sous les 75 kg ou sous les 65 kg, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'athlète arrive le jour du combat avec 7-8 kg de plus, Mhm. mais que le jour de la pesée, il en a perdu en un temps record 5 ou 6, ce qui est énorme. Hein, voilà. Mhm. Est-ce que ça, c'est pas un danger terrible? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre fin à ça? Et Mhm. pourquoi on ne pèse pas les gens, c'est une question que je te pose, le jour du combat? Mhm. Alors, effectivement, le weight cutting, les Américains qui utilisent ça, réside essentiellement une déshydratation. Hein, parce que perdre beaucoup de poids en peu de temps, Ouais. c'est le fait de se C'est l'eau, déshydrater, ouais. c'est de l'eau. Et les gens tentent de reprendre ce poids dans l'eau, en eau, en très peu de temps, mais cette reprise souvent est inefficace et donc est associée effectivement à une augmentation de risques. Des risques, bien sûr, tendinomusculaires, mais des risques aussi vis-à-vis, on parlait de la commotion cérébrale, vis-à-vis de la commotion cérébrale, parce qu'il faut savoir que le cerveau est D'accord. baigné dans un liquide, le liquide céphalo-rachidien, qui est fait d'eau hein, essentiellement, et quand on déshydrate également cette zone-là, et c'est donc cette zone tampon amortie également qui peut exister. Donc c'est un plus grand risque de souffrance cérébrale quand on est déshydraté. Alors, lorsqu'on a dit ça, effectivement, le weight cutting, c'est un comportement. C'est un comportement et donc il faut viser à aller modifier des comportements qui ne peut pas passer que par l'interdiction. Il suffit d'interdire pour que les gens ne... Mais pourquoi il les pèse pas le jour J? Voilà. Alors, lorsque les gens vont être... ça, c'est une des choses qui pourrait être imaginée, c'est-à-dire, effectivement... alors, pourquoi est-ce que c'est pas fait pour le jour J pour des Raison d'organisation, j'imagine. organisations Voilà. professionnelles? Parce que s'il fait C'est pas pour le être poids, sûr ouais, voilà, de pouvoir remplacer c'est quelqu'un, au moins ils ont 24 heures. La chose qui peut s'imaginer, c'est peut-être une double pesée. un contrôle le jour J pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un différentiel de 5 kilos, par exemple. En tout cas, se poser la question de dire qu'entre la veille et le jour J, il n'y ait pas un gain de poids qui soit majeur. Hmm. C'est ce qu'a fait le judo, par exemple, ce qui viserait à imaginer que les personnes, eh bien, ne fassent plus cette déshydratation. C'est ça. Modère Ou la en tout chose, cas, quoi, voilà. le modère. Ouais. C'est ce qui est arrivé au judo. Quand il y a eu cette double pesée, enfin, au judo, c'est double pesée potentielle. Hein. C'est une première pesée pour tout le monde et ensuite un tirage au sort pour le deuxième jour. Mais ça veut dire que... T'as quand même une chance que tu te fasses contrôler. Voilà. Ouais. Et si la personne est contrôlée, eh ben, elle est éliminée. Donc les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de catégorie. Bah, ouais. Et ils ont retrouvé les mêmes adversaires. Et c'est vrai que c'est un comportement. D'abord, moi je pense que fondamentalement, ce cutting est une tricherie. Fondamentalement, c'est une tricherie puisqu'on veut combattre dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Bah, c'est ça, exactement. Deuxièmement, on l'a dit, c'est dangereux pour la santé. On les a exposés, certains des dangers, j'ai oublié les dangers cardiovasculaires, mais en tout cas, c'est dangereux pour la santé. Et troisièmement, moi, c'est le pire qui couronne le tout, c'est que comme les deux combattants font la même chose, c'est inutile. C'est un perdant-perdant, en fait. C'est inutile. Bah oui, Ça veut autant être dire dans la que catégorie dessus. quand on raisonne Oui. que, Ah oui, non, mais c'est vrai. en fait, c'est une tricherie, c'est dangereux et c'est inutile, c'est trois raisons suffisantes pour effectivement réfléchir à modifier les comportements. Parce qu'on en voit des fois sur des pesées. Il y a une image qui a fait le tour du monde avec une combattante qui se pèse et qui manque de tomber dans les pommes. Hein. Oui. On voit aussi des combattants qui s'en remettent pas très bien. Ça a circulé notamment sur Benoît Saint-Denis, il n'était pas très en forme le jour de son combat
le dernier là, euh, parce que ça les épuise aussi, parce qu'il faut Bien quand même sûr, dire que c'est épuisant bien ce sûr, yo-yo de poids, le fait bien d'être sûr. déshydraté pendant plusieurs jours. Parfois ils n'arrivent pas, donc ils y mettent des sudisettes, enfin c'est Mhm. terrible. Ouais, Baki ouais. avait eu sur son dernier avec Doumbé, apparemment était arrivé complètement lessivé. Mhm. Donc pour toi, il faut l'arrêter. Ah Faut bah, arrêter ça. comme je dis, c'est un comportement qui, pour moi, n'a pas de sens pour ces trois raisons-là. Tricherie, dangereux, inutile. Donc, je pense que c'est trois Ouais, raisons ça fait trois bonnes suffisantes raisons. Ouais, pour ouais, ouais, dire c'est trois que bonnes quelque raisons. chose doit être modifié et arrêté. Ah, Alors, laquelle est la méthode? Comment ouais, aller? Il faut commencer par sensibiliser, par faire bien sûr. comprendre, parce qu'on ne change pas les comportements comme ça du début. Et puis, il faut savoir que c'est aussi, il y a une dimension culturelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est toujours fait, ou en tout cas fait depuis longtemps. Et donc, dès qu'on s'attaque à quelque chose qui s'est fait depuis longtemps, bah, on imagine qu'il Oui, oui, il y a des y a des réticences. résistances Ouais, des bien sûr. résistances Des qui résistances. existent. Mais il n'empêche que le raisonnement est là-dessus. On pourrait même en rajouter un quatrième en disant que puisque la réhydratation n'est pas parfaite, parce que souvent elle n'est pas bonne, eh bien, c'est certainement, ça atteint certainement également la performance. Ouais, Hein, donc ça fait puisque beaucoup si de on... raisons. Voilà, ça fait Ça, énormément de quand même, raisons. ça en fait beaucoup. Ouais. Alors, il y a un autre comportement, une autre, on va dire, déviance hein, du sport de haut niveau, du sport Hum, pro, c'est le dopage. hum. Tu en parlais tout à l'heure dans les facteurs de risque, notamment hein, du sport professionnel. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être confronté au dopage? Confronté à un athlète, tu sais qu'il est dopé, et donc, voilà, comment t'as réagi? Alors, un athlète dont on sait qu'il est dopé, alors dont on soupçonne ou dont on sait qu'il est Non, dopé, c'est pas la même tu chose. soupçonnes, parce que, voilà, Bah, le problème du soupçon, alors, et puis il faut voir dans quel cadre. Parce que quand on surveille une compétition, c'est ça. vous n'êtes pas contrôleur antidopage. Par contre, il y a des contrôles antidopage qui sont faits. Voilà, c'est le contrôle. Le, le, le dopage, c'est dangereux pour la santé, c'est une tricherie. D'ailleurs, je suis très étonné, ça a toujours été un étonnement, qu'il n'y ait pas d'implication de l'arbitrage dans le dopage. C'est-à-dire? Bah, par exemple, les arbitres pourraient constater, saisir des choses dans les vestiaires, Ah, en vérifier, amont, mais ça se fait dans les vestiaires, le dopage? pas spécialement, mais on peut imaginer quelqu'un qui prend un stimulant, j'en sais rien. Ouais. On peut imaginer des choses. Je ne suis pas en train de vouloir révolutionner, mais je Ouais, suis ouais. étonné que, compte tenu du fait que c'est une tricherie, que l'arbitrage ne soit pas impliqué dans le phénomène du dopage. On le met sur l'aspect médical. Parce que souvent, il est dans la préparation, le dopage. Voilà, Ouais, c'est vrai. Mais bon, néanmoins, on pourrait ouais, l'imaginer. ouais. Moi, ça ne me choque pas, si on parle de tricherie, que l'arbitrage qui se donne quand même les juges arbitres soit Bon, impliqué. une piste. On le met donc sur l'aspect médical. Or, le médecin, lui, il a une fonction, c'est soigner et prévenir la santé de ses athlètes. Donc, il a une fonction de conseil vis-à-vis de son patient, pas une notion de gendarme. Ça t'est arrivé, sans nommer de Hein. nom évidemment, hein, t'as le secret médical, mais ça t'est Moi aussi, je vais vous arrivé. donner deux, trois noms. Voilà, donne-nous des noms. Ça t'est arrivé, Jean-Marc, d'être confronté à un athlète que tu savais dopé et de devoir le sermonner là-dessus, lui faire la Bah, leçon et... en 20 et quelques années d'expérience de médecine du sport, fatalement, on a Ouais. consulté des patients qui sont dopés. Mais Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? bah, la fonction de conseil. Tu leur dis quoi, en La gros? fonction de conseil. Bah, d'abord, la prise de conscience, la réflexion. Où en est ce patient avec son Hmm. comportement? Comment est-ce qu'il envisage de le modifier? Alors, il y a une chose que la loi nous oblige, c'est que je ne peux pas à ce moment-là signer de certificat de contre-indication. Hein, si on sait que la personne est dopée, on ne peut pas signer de certificat de contre-indication. Mais, et puis, il existe aussi des personnes qui utilisent des produits, mais qui ne font pas de compétition. Oui, bien sûr. Oui, Mais pour autant, il y a quand même l'aspect du danger. et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, on le voit de plus en plus, notamment on parlait des jeunes avec le MMA, il y a une mode aussi un peu de la musculation chez les jeunes, avec beaucoup plus de produits qu'avant. Et je parle de produits illicites, hein, je ne parle pas des compléments alimentaires. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce phénomène d'un point de vue médical?
avec de plus en plus de recours aux hormones notamment, ou aux stéroïdes, aux anabolisants, des trucs qui viennent en plus d'Internet, tu vois, de Thaïlande ou Ouais. quoi. Bah, il est dangereux, il est évidemment dangereux. Alors, là encore une fois, il y a ce que peut faire le médecin et ensuite, et encore une fois, le médecin, il est assez démuni, hein. Il Hmm. n'a pas, encore une fois, un médecin, il Ouais, n'a pas beaucoup d'autres poids que de pouvoir prescrire ou pas et de pouvoir conseiller. c'est vrai. Il n'a pas de pouvoir de, comment dire, de répression. Et d'ailleurs, tant mieux. Oui, Un c'est pas son médecin, je pense rôle. qu'il ne faut pas C'est pas qu'il ait son un pouvoir rôle, bien sûr. ni de dénonciation. Oui, encore moins. Là, Oui, oui, mais oui, non. oui, une personne vient, se confie, bon, bah, sauf des exceptions qui existent, mais euh, voilà, le médecin doit faire ça. Alors, il faut sensibiliser. Sensibiliser, faire en sorte que les patients, en fait, ne commandent pas des produits qui viennent d'ailleurs, d'un autre continent, voilà, parce qu'ils peuvent être, de mauvaise qualité, ils peuvent en utiliser avec abus, il y Hmm, a un mésusage du bien médicament sûr. qui entraîne des effets négatifs. Il peut y avoir, donc ça c'est la première chose, c'est d'essayer de dissuader autant qu'on puisse. Moi, je crois beaucoup aussi en l'alternative de la physiologie. C'est-à-dire que, on va aller chercher l'utilisation des médicaments, etc. Mais déjà, est-ce qu'on utilise la physiologie correcte? Hmm. Parce que si c'est pour pas dormir, boire de la bière, etc., c'est pas la peine d'aller chercher des Ouais. anabolisants. Il y a la physiologie de l'exercice, l'utilisation déjà des ressources physiologiques, l'optimisation des ressources physiologiques, qui sont énormes, hein, qui sont gigantesques, hein, qui ont des effets pour la performance et la santé absolument gigantesques. Donc je crois en cette Hmm. alternative-là. Et puis, souvent, les éléments, c'est des éléments d'entourage. C'est-à-dire que très souvent, il va y avoir des comportements parce que dans l'entourage, il y a un entraîneur, il y a des camarades, il y a des Hmm. personnes qui vont favoriser, familial, ça peut être familial aussi, hein, qui peuvent favoriser l'utilisation de produits interdits. Mhm. Donc, bon voilà, il faut essayer. La majorité des personnes qui se dopent ne viennent pas voir un médecin. Il y a beaucoup de dopage dans les MMA aujourd'hui. Oui, il y en a, en tout cas, il y a beaucoup de tests positifs, Ouais, essentiellement de combattants qui viennent de l'étranger, d'accord. beaucoup moins qui sont en France. Mais il y a, la FLD a rendu un rapport hein, qui est public, où il y a eu beaucoup de tests positifs dans le MMA, mais de combattants effectivement avant tout étrangers. C'est quoi comme type de dopage surtout? Oh, bah, ça va être bien sûr des anabolisants, des Ouais. stimulants, ça va être ce Ah oui, il y a genre de aussi ce côté choses-là. très pour l'agressivité Bien aussi, sûr, pas que pour la préparation physique. absolument. Ouais. Absolument. Et donc ça, c'est très important aussi pour valoriser nos combattants français qui, je pense, sont moins, enfin on est vraiment, nous, par rapport, on a cette culture très différente par rapport aux médicaments et à l'utilisation de produits dopants. Dans certains pays, je pense, pays d'Amérique du Sud, je pense au Brésil, etc., Pays de l'Est aussi il pas est, mal quand même, hein. et les pays de l'Est, Ouais. il est naturel, dès qu'on fait du sport, de prendre des produits. Ce Mm. que nous, dans notre... vraiment, on n'a pas cette culture-là. Et je pense que c'est bien. Voilà. Oui. Donc, il faut savoir que, personne, par exemple, au Brésil, bon, bah, voilà, pays de l'Est, comme on l'a dit, bah, dès qu'ils vont commencer à faire du sport, ils vont prendre du Ouais, il produit. charge, hein. Voilà. Ouais, il charge. Voilà, ça paraît logique, hein. Ouais, les C'est des pays. combattants qui me racontaient, ah bah oui, en allant au Brésil, justement, en disant, mais non, non, nous, on prend pas de produits. Et le combattant brésilien les regardait, mais vraiment naturellement, hein, en disant, mais pourquoi? Ah, vraiment, l'air de dire, mais pourquoi vous prenez rien? Quelle idée de ne rien prendre, etc. Donc, je pense que vraiment, il y a un aspect culturel qui peut arriver là-dedans. Et l'alternative physiologique, moi, je trouve ça très important. Donc, faut prévenir à l'échelon individuel. Il faut sensibiliser. Évidemment, si la personne ne fait pas de compétition, c'est encore plus difficile, puisque ça veut dire qu'il y a d'autres moteurs, hein. Le moteur au dopage, ce n'est pas uniquement gagner des compétitions, paradoxalement, hein. Ça peut être un but esthétique, bien évidemment, ça peut être de l'argent, ça peut être une motivation psychologique. Enfin, il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité qui existent.
T'es devenu comment médecin de l'UFC? Médecin de l'UFC, assez facilement. Non, 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 mais assez facile. Non, en fait, mon parcours est assez simple. Moi, je suis assez spécialisé dans les sports. Bon, avec le judo, Ouais. sport de combat, je pratique moi-même le grappling, la lutte à livret, Mhm. C'est un exactement. grappling brésilien, justement, hein. Et qui est la lutte à livret, qui est Ouais, le grappling, qui est carioca, exactement, même d'ailleurs, donc au Brésil. d'accord. De Et Rio, donc. de Rio, Ouais, de carioca de Rio, Rio. ouais, ouais. Dans ce club-là, effectivement, il y a plusieurs combattants de MMA. Donc, c'était quelque chose qui est dans le même club, même si moi, je n'en pratique pas. Et s'est opérée la création de la Fédération française de MMA. Et lorsque cette fédération s'est créée, elle cherchait un médecin qui pouvait l'aider à structurer Mhm. tout l'aspect médical de la discipline. Donc ça, c'était en 2020. D'accord. Et donc, comme je finissais avec le judo à cette époque-là, j'ai accepté effectivement parce que j'aime bien le sport de terrain et j'aime bien l'aspect, voilà, et puis la discipline me paraissait intéressante parce que beaucoup de défis, Bah oui, oui, et puis euh, ça venait on- d'être légalisé. On ça rappelle venait que d'être c'était interdit il légalisé. n'y a pas très longtemps, hein. Donc Ouais. on partait d'une page blanche et avec énormément de défis dont on a parlé là, des défis de santé qui sont Bien quand même sûr. Alors, majeurs, qui en médecine du sport, voilà, si on parle dopage, si on parle physiologie avec le weight cutting, si on parle traumatologie, si on parle aspect psychologie, nutrition, enfin on se rend compte que c'est des paramètres de médecine du sport qui vraiment vont dans tous les champs de la médecine du sport. Donc très passionnant. Et donc j'ai aidé à structurer, j'ai écrit ce qu'on appelle le code sportif, et donc les règlements. Je me suis basé sur ce qui se faisait à l'étranger, la fédé de boxe, et j'ai fait un mélange de tout ça. Et puis, c'est avéré que des organisations internationales ont décidé de venir en France. Ces organisations internationales, quand elles viennent en France, elles s'adressent à la fédération délégataire du sport, donc la Fédération française de MMA. Et il faut savoir que, parallèlement à ça, l'exercice médical est réglementé. Pas qu'en France, à travers le monde. C'est-à-dire que pour pouvoir exercer en France, il faut être inscrit au Conseil de bien sûr. l'Ordre, avoir un Ouais, certain ouais, nombre de choses. il y a un Or, la attestation, surveillance d'une compétition, comme l'UFC, c'est un exercice médical. bien La sûr. preuve, vous m'avez vu examiner et prendre une décision médicale. C'est Ouais, donc ouais. un exercice médical qui se fait. Il fallait donc que ce soit une équipe française qui ait Ah, l'autorisation d'accord. d'exercer en France, qui puisse faire ça. Ils ne pouvaient pas Évidemment, faire venir un médecin américain. eh ben non, Ah oui. Non, mais bon, ils ne peuvent pas exercer. Tout ouais, ouais. simplement, comme moi, je ne peux pas aller aux États-Unis Que exercer. certains pensaient que c'était un médecin américain, parce que Ouais, tout le non, monde ne te non, connaissait pas non, forcément, et voilà, les gens se tout sont à dit, fait. c'est le 117 médecin du UFC, il arrive médecin de Dallas. de Dallas Ouais. directement, non, de Chartres. Alors, donc, quand le médecin de l'UFC d'ailleurs s'est présenté, il m'a dit, voilà, je suis le docteur dit, je suis du Nevada, from Nevada. Moi j'ai dit, je suis le docteur Jean-Marc Sen, je suis de Chartres. Voilà, C'est pas mal, donc comme c'était très aussi, français. voilà, très français. Et donc l'idée, c'était donc ils se sont tournés vers la Fédération française de MMA pour constituer un dispositif médical et une équipe médicale qui connaissent la discipline et qui puissent faire cette surveillance. Alors, c'était au départ un challenge pour nous, parce que quand c'est pas seulement l'UFC, c'est le PFL, c'est le KSW, c'est le Plein Bellator, de ligues, voilà. c'est Bien sûr. tous les organisations internationales qui sont venues. Et c'était au départ évidemment un challenge, puisque c'est par définition, puisque ça venait d'être Ouais, ouais. autorisé, c'était la première Pionnier, fois ouais, qu'on c'était pionnier. constituait Bien des sûr. équipes pour pouvoir surveiller tout ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller notamment voir ce qui se faisait aussi en Angleterre, à l'étranger, notamment avec l'UFC, pour voir leur organisation, quels étaient leurs besoins à eux. Et puis, j'ai fait ça aussi à la française, c'est-à-dire que dans mon raisonnement, ça a toujours été ça. Ça a été dire, qu'est-ce que vous faites? Même pour le règlement, qu'est-ce que vous Mhm. demandez? Parce que Puis- bien évidemment, on ne part pas de zéro, Non, il non, y a il y a des une choses qui base, sont bien faites sûr, bien sûr. à l'étranger. Et puis ensuite, il faut l'intégrer à notre culture, à nos spécificités françaises. Et ça, c'était mon rôle de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour cette couverture médicale,
avec une équipe 100% française, évidemment, qui peut exercer et qui donc a toutes les latitudes de prescrire, etc. Donc on a tout un dispositif, je ne suis pas le seul médecin, hein, moi je suis le lead, c'est C'est le vrai, lead le doctor, oui, lead on docteur, rappelle. Ouais. mais il y a nous sommes une équipe de 17 D'accord. sur place, donc c'est tout un staff, véritablement, un poste médical avancé qui est présent sur place. Donc, D'accord. moi, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit, mais il y a en arrière-plan 4 médecins du sport, qui sont les médecins dits de coin, Mhm. qui accompagnent à chaque fois les athlètes et qui ensuite vont les examiner juste après pour savoir s'il y a besoin de soins. Il y a 3 chirurgiens, un chirurgien orthopédique, un chirurgien ophtalmologue et un chirurgien stomatologue. Un médecin réanimateur et un infirmier réanimateur qui est avec moi en cas de besoin. 2 infirmières qui sont avec les chirurgiens notamment, etc., C'est en c'est une backstage. armée, ouais. Voilà, Ouais. un orthésiste qui est capable de créer des orthèses sur mesure si jamais on a des fractures ou des choses de genre. 3 ambulances capables parce qu'on a 3 hôpitaux qui travaillent avec nous en alerte. Un hôpital ophtalmologique à Rothschild, de la réanimation dont on n'a jamais eu besoin, heureusement à la Ouais. Pitié-Salpêtrière, et puis l'hôpital Paul Dégine Donc qui... il y a des services Oui, oui, dans les hôpitaux qui sont en alerte au moment voilà, des compétitions? c'est ça. D'accord. Et qui peuvent accueillir de manière rapide nos combattants si besoin. Hein, D'accord. avec une préalerte qui est faite directement du poste médical avancé, c'est-à-dire de la salle où on sait qu'on envoie quelqu'un. Donc voilà, ça, donc on a On vraiment tout un n'imagine pas comme ça dispositif. hein, il y a autant de. Non, c'est un montage très complet. Donc ça a été ce concept-là de poste médical avancé Mhm. que j'ai pensé, moi, que j'ai réfléchi, pour pouvoir, en lien avec des services hospitaliers, ce qui permet d'abord de gérer l'immense majorité des problématiques sur place, avec des avis spécialisés si besoin, avec notamment les chirurgiens dont j'ai parlé là, et puis à envoyer à l'hôpital, puisque chacun des spécialistes, en fait, travaille dans les hôpitaux, hein, et à n'envoyer à l'hôpital que si, véritablement, on voit que c'est Oui, oui, nécessaire. si là il y a une urgence, quoi. Voilà. Ce Ouais, qui réduit le recours à des examens complémentaires, hein, d'accord. grâce à la présence de ces avis spécialisés. Ce qui fait un fonctionnement très optimisé, qui, d'après l'UFC, est un des meilleurs mondiaux. Voilà. Donc on a, voilà, Ça fait rayonner la France. la France Voilà. brille par sa médecine, là aussi, dans le domaine Ouais. de la médecine du sport. Voilà. Ah, c'est beau, Voilà. c'est beau, c'est beau. Voilà. Alors, t'es aussi, hein, Jean-Marc, on le rappelle, un homme de médias. On te voit Oui. sur TF1 notamment Oui. hein, maintenant. Ça se passe comment ta double vie, médecin du sport et homme de télé, et puis, je le rappelle, enfin, aussi de streaming sur Internet avec ta chaîne YouTube, Twitch, et Hum. comment ça se passe tout Bah, ça? tout ça, moi, je vois ça comme un continuum. D'abord, un continuum de fait, parce que je passe de l'un à l'autre Ouais, chronologiquement. c'est Voilà, ta journée type, c'est un la journée peu, type tu où fais un je peu fais les deux. Ouais, ouais, ouais. un peu des deux. Et puis, c'est un continuum et c'est un prolongement parce que c'est de la sensibilisation. Mais de la sensibilisation aux problématiques de santé. Donc, en fait, que je sois en train de traiter un patient particulier, que je sois en train de faire une surveillance de compétition, qui est un autre mode d'exercice de la médecine du sport, que je fasse de médico-administratif, quand je parlais du règlement médical fédéral, qui est un élément Mhm. médico-administratif, ou que je sensibilise euh, en, euh, à travers des thèmes de sport et de santé, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les réseaux, ou par l'écrit d'ailleurs, voilà, en fait c'est la même chose. On est toujours dans le sport et la santé, c'est toujours la même thématique, avec des canaux différents. Effectivement, le livre, les réseaux, etc. Mais en fait, on parle des mêmes thèmes. Donc pour moi, c'est un continuum tout ça. J'ai Et tu pas de... préfères quoi, toi, dans ta... C'est quoi la journée type de Jean-Marc Sen aujourd'hui? Alors, moi j'aime bien cette variété. Ouais. Euh, Souvent, je compare ça, comme je suis gourmand, je compare ça à la boîte de chocolat. Je dis, voilà, j'aime bien un peu, Alors après, les pourquoi pas, conseils diététiques du doc, voilà, un peu, je vais prendre un chocolat comme ceci, je vais prendre un ouais, chocolat comme ça. Pourquoi? Parce que c'est cette variété qui ouais. crée
qui maintient cette motivation, qui enlève l'ennui et qui, au contraire, permet d'avoir à chaque fois que le côté positif. Je ne ferai qu'une seule de ces choses que je m'ennuierais. C'est-à-dire que ce serait, si je ne faisais que de la télévision, si je ne faisais que de la consultation, si je ne faisais que de la surveillance de compétition, etc. Alors que l'alternance de ces différentes choses crée vraiment ce côté passionnant et à chaque fois enivrant d'une nouvelle chose. Donc j'aime bien vraiment toutes ces choses-là, alternativement, dans la semaine ou dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Hein. Donc, je pourrais pas dire où je préfère ça que ça. Ouais. À un moment donné, je vais préférer ça. À un autre moment donné, je vais Ouais, préférer l'autre chose. ça J'ai dépend des moments. évidemment Ouais. adoré faire l'UFC. J'ai adoré être ce matin à TF1 ou être avec vous maintenant. Je suis sûr que je vais adorer, après avoir fait une sieste, consulter cet après-midi des patients parce que je sais que j'ai des cas très intéressants qui sont à venir. Donc, en fait, tout est est C'est riche. passionnant. Ouais, ouais. C'est très riche. Donc, c'est dur de dire, mais je ne ferai qu'une seule de ces choses que ce serait effectivement pas intéressant. Alors tu consultes justement cet après-midi, ce qui Mm, fait dire qu'on va d'ailleurs pas tarder à te libérer, mm, et tu vas retrouver cet après-midi vraiment le cœur de ton métier, c'est-à-dire la consultation, hein, bien sûr. le rapport avec le patient. Est-ce que la médecine du sport, un jour tu me disais, euh, un de tes anciens professeurs te disait, le sport doit être une maladie, d'ailleurs il y a une médecine du sport. Oui, oui, Et oui, c'est vrai. c'est une discipline qui n'est pas encore ultra Mm, développée. mm, Bon, c'est pas une spécialité, mm. tu vois, particulièrement connue, si j'ose dire. Oui, oui. Est-ce que toi, tu as un message pour les futurs médecins, et a fortiori les futurs médecins qui voudraient se destiner à une carrière de médecin du sport? Parce Mm. que on commence à en voir de plus en plus des médecins du sport. Oui, alors T'en fais c'est partie, en mais... fort développement. C'est en fort développement, pas du tout comme quand moi j'ai commencé. Effectivement, la médecine du sport n'était pas euh, aussi développée qu'aujourd'hui. Ça va probablement devenir une spécialité, c'est dans les cartons. Ça n'en est pas une aujourd'hui, hein. Ce n'est pas une, non, non, c'est une C'est compétence. une compétence, C'est une d'accord. compétence, mais ça va probablement devenir une spécialité à part entière. Bon, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, Hmm. puisque de toute façon, ça ne changera pas l'exercice. Mais enfin, il y aura ce terme-là, voilà, qui Ouais. peut, qui peut être peut-être peut-être pour quelques collègues valorisant. Et puis, nous sommes à peu près 8000 médecins du sport en France. Ah, quand même. Voilà, 7005, 8000. Euh, Plutôt des généralistes à la base. il y a un mixte. Il y a pas que. Oui, je pense que la majorité sont certainement des généralistes Ouais, au départ, mais il y a d'autres. Il y a des rééducateurs fonctionnels qui forment aussi une grande partie. Puis il peut y avoir des cardiologues, il peut y avoir. d'accord. Voilà. Le conseil qu'il aurait donné aux jeunes, bah, c'est d'apprendre la médecine du sport comme on apprend les autres secteurs de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité, d'abord, deux grands pans de la médecine du sport. D'abord, apprendre toute la médecine du sport. Les deux grands pans qui sont la physiologie, pour faire simple, et la traumatologie. Je simplifie, mais voilà, la Mhm. physiologie, ça regroupe la physiologie de l'exercice et de l'entraînement, ça regroupe la nutrition, ça regroupe l'évaluation, la préparation physique, etc. Euh, et puis la traumatologie, mais tout ce qui est annexe, les diagnostics en échographie, les méthodes thérapeutiques, que ce soit la mésothérapie, maintenant des nouvelles thérapies qui s'appellent les PRP, etc. Enfin voilà, je vais vite, mais il faut apprendre toute la médecine du sport. Donc c'est vrai que c'est une discipline assez large. Et puis, le faire comme on le fait avec toutes les médecines, c'est-à-dire à la fois l'apprentissage théorique à l'université, et à la faculté, ça c'est vraiment important, mais également l'apprentissage de terrain. Hmm. C'est vrai pour toutes les médecines et c'est encore plus vrai pour la médecine du Bah oui. sport. Parce qu'il y a des exercices de terrain qu'on ne peut pas avoir à l'hôpital. L'exemple typique, voilà, c'est la décision avec Ouais, Benoît Saint-Denis. ouais, ouais. Ça, on ne peut pas l'apprendre à l'hôpital. Ce n'est pas appris à l'hôpital. Avoir la possibilité de faire un examen clinique, de prendre une décision avec peu de temps, hors confort du cabinet ou de l'hôpital, sans examen complémentaire, Ouais. avec
la pression du public, les l'événement. micros, les caméras, et de l'événement éventuellement, et en prenant une décision juste qui est assez spécifique à la médecine du sport, et qui est de prendre une décision juste qui est l'équilibre entre ne pas faire prendre de risques pour le patient, mais pas seulement, mais également ne pas lui faire perdre une chance. Et cet équilibre entre éviter de faire prendre un risque et éviter de faire perdre une chance, c'est une décision toujours difficile. Quand faut-il arrêter ? On peut prendre cet exemple puisqu'il est récent et qu'il a marqué. Ouais. Est-ce qu'il faut arrêter dès le premier round ? Qui aurait pu être le cas d'ailleurs, quand on y Qui pense. aurait pu être le cas, mais la question se posait, c'est est-ce qu'on avait les éléments cliniques qui permettaient de donner le diagnostic ? Pourquoi vous Et faites au surtout- deuxième d'ailleurs? Bah, première chose, on peut dire, est-ce qu'il y a Ouais. les éléments cliniques qui permettent, parce que il ne faut pas oublier que les éléments cliniques, c'est je ne vois pas. Eh oui. Mais si l'œil n'est pas fermé, on voit. Et deuxièmement, ne pas faire perdre de chance. Oui, à l'athlète. Si au la compétiteur. personne au deuxième round se rattrape et met KO son adversaire, c'est les choses. Par contre, si le deuxième round, on a tous vu, voilà. Mm. Mais donc, arrêter trop tôt, peut-être qu'on fait perdre une chance. Arrêter trop tard, peut-être qu'on prend un risque. Mm. Toute la science est d'arrêter au bon moment. Il faut toujours rester modeste parce que ça, on n'est jamais sûr de prendre toujours la bonne décision. Bon, là, je pense que par chance, on n'était pas trop mauvais dans le timing. Mm. Je pense que c'était ni trop tôt ni trop Ni tard. trop tard, C'était à peu ouais. près au bon moment. Mais effectivement, à chaque fois, la décision se pose. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc c'est ça que je dirais aux plus jeunes, c'est d'avoir cet élément d'esprit qui paraît simple, qui est en fait assez complexe et pour lequel Ouais. il faut beaucoup d'expérience. Qui demande beaucoup qui demande d'avoir essuyé pas mal de plâtre. Ouais. Oui, Ouais. beaucoup d'expérience et puis pour pouvoir prendre une décision effectivement sereinement, etc. Donc c'est vraiment un exercice très spécifique, cet exercice de médecine du sport, qui mérite effectivement le titre de spécialité parce que c'est pas simple, hein, tout simplement. Non, bien Il sûr. faut vraiment connaître les choses, mais effectivement, il faut cet apprentissage vraiment de théorie et de terrain. Le terrain est absolument essentiel et être accompagné, c'est ce qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup enseigner et donc, quand j'étais médecin de l'équipe de France de judo, j'avais toujours des stagiaires avec moi sur le terrain. Et là, avec le MMA, c'est la même chose. Il y a des internes qui sont là, dont un notamment qu'on peut féliciter et qui a obtenu sa thèse sur la thématique du MMA avec la plus haute mention liée au lui. travail qui va être publié. Donc, c'est le travail dont je parlais qui va être Sur publié sur la la traumatologie de la du boxe. MMA. Ouais. Et donc, qui est quelqu'un qui est interne, alors maintenant qui vient de finir sa thèse, mais enfin qui est interne et qui a suivi pendant 2 ans et demi les différentes compétitions amateurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, est important et de transmettre et de faire en sorte que les gens apprennent à la fois sur le terrain et en théorie. Eh ben, merci beaucoup Jean-Marc. Voilà, Merci pour toutes ces informations, pour voilà, ces avec éclaircissements. plaisir. On te retrouve sur ta chaîne, les Actus du Doc. Les actus du doc, absolument. Donc voilà, où régulièrement, je continue à poster des infos et des réactions sur l'actualité. Et puis, il ne faut pas hésiter, bien sûr, sur YouTube, il y a 2 autres chaînes, Ouais. Jean-Marc Sen, où ce sont des thématiques un petit peu complémentaires. Et puis, bien sûr, Instagram et Twitch, hein, chaque semaine en direct, en live, faut pas hésiter. C'est l'occasion d'interagir directement et Dans le en chat direct avec moi. toi. Voilà. Ouais. Et puis on te retrouve sur TF1 aussi, en Sur TF1 librairie. tous les vendredis, à partir de 8h15, sur le plateau de Bonjour, l'émission de TF1, effectivement, qui est présentée par Bruce Toussaint. Bruce Toussaint. Voilà, avec une bande qui est formidable. Et donc là, on est là tous les vendredis, on parle de sport et santé. Et puis évidemment, en librairie, voilà, avec mon livre, bien évidemment, Le sport, je me lance. Le sport, je me lance, qui est là sur le sport santé. On va le Sur le rappeler. sport santé, absolument. On est dans la bonne courbe du U, dont tu parlais tout à l'heure. En bonne zone On est dans la bonne zone. aux éditions InPress. InPress. Eh ben, merci encore Jean-Marc pour ton témoignage et l'échange d'aujourd'hui, c'était top. Bon. Et, Avec plaisir. Et puis on te retrouve, comme on dit, sur YouTube, sur TF1
et en papier, et puis dans le Voilà. coin l'UFC aussi pour la prochaine. Hein. Et absolument, il y a Ouais. l'UFC, je pense que ça sera l'année prochaine, et il y a bientôt le PFL qui Ah va oui, arriver, et le KSW. d'accord. Eh Voilà. ben, on aura peut-être d'autres occasions de discuter de discussions arbitrales ou médicales. Au médical. Ou Avec grand médicales. plaisir. Avec grand Eh plaisir. ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire. Dites-nous si tout ça, si vous avez des questions, évidemment, on pourra faire le SAV de cette émission par la suite. Et puis portez-vous bien, et puis même si c'est modérément, faites du sport. Ciao.